À 9h30 comme chaque matinée, Amel arrive déjà parmi nous. Amel, bonjour. Un doute sur l'année? J'allais presque, j'étais sur le point de dire 2024. Oh, j'allais vous faire gagner toute une année, oui. t'imagines? Oh là là. T'imagines refaire toute une année? Oh non, non. Non? Vaut mieux avancer, c'est mieux. Ouais. Bon. Dans certains moments, oui. Pour certains moments, effectivement. Pour d'autres, probablement pour rattraper quelques retards, probablement. Oui. Mais bon, nous sommes bel et bien en 2025. 2025. Voilà. Ça va, Amel? Ça se passe bien? Oui, ça va, ça peut aller. Chaudement. Chaudement, ouais. Oui. Oh là là. Chaudement et humidement. Pour le moment, non, ça va. Ça va? Mais la chaleur va être vraiment terrible. Et au rendez-vous. Au rendez-vous, oui. Après, bientôt la saison. Hein. Oui, malheureusement, oui. Bientôt la saison. Enfin, pour moi, hein. Maintenant, je parle pour moi-même. On sait que Amel Larbi, avec l'été, je suis pas ça ne fait pas toujours beau ménage. Du tout. Mais il y a beaucoup de personnes aussi qui n'aiment pas apprécient la saison estivale. Ah bon? Ah oui, pour se reposer, pour aller à la plage. À la plage, oui. Pique-nique, n'est-ce pas? Mais ça peut se faire aussi pendant l'hiver. Hein. Oui, mais il faut attendre les beaux jours pendant l'hiver. Oui, mais bon. Oui, mais bon. Allez, c'est des préférences. Après, nous avons besoin des 4 saisons aussi, n'est-ce pas, Amel? Voilà, alors Amel, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la célébration de la Journée mondiale de l'enfance. Et c'est le 1er juin de chaque année. C'est demain, la Journée mondiale de l'enfance. Après-demain. Après-demain? Ah oui, après-demain, nous sommes le 30. Voilà, bon, vous l'auriez compris, hein, les dates et moi, ça n'est pas toujours bon ménage. Hein. Oui, ça colle pas. Hein. Ça colle pas, voilà. Mais ce sera après-demain, effectivement. Donc le 1er juin, c'est la Journée mondiale de l'enfance. Et nous allons donc revenir sur la célébration de cette journée. Tu te sens toujours enfant, en fait, Amel? Pardon? Tu te sens toujours enfant? Ah oui, toujours, oui. Toujours. Oui. Alors, paraît-il, où il y a un adage qui dit « grand celui qui n'a pas perdu son cœur d'enfant ». Ah oui, ça c'est clair, oui. Alors, je suis tout à fait d'accord. Hein. Alors, on fait toujours appel à l'enfant intérieur, n'est-ce pas? Qui réveille en nous. Qui réveille en nous, voilà. Particulièrement parce que nous sommes devant des bonbons, tiens. Ah oui, ça c'est n'est-ce pas? Oui. Les bons souvenirs. Les bons souvenirs, voilà. Donc, ce sera l'une des thématiques auxquelles nous allons nous intéresser en cette matinée aussi. Aujourd'hui, alors nous sommes à quelques jours d'une grande fête, donc fédératrice aussi, qui est Eid al-Adha. Et beaucoup de manifestations de solidarité, bien entendu, particulièrement au niveau de la société civile. Et là, nous allons recevoir une autre association qui travaille justement pour collecter des dons, pour aussi accompagner les personnes nécessiteuses lors de cette fête aussi religieuse, cette fête fédératrice. Il s'agit donc de l'association Bonheur des Nécessiteux. Et demain, donc pour le volet santé, donc demain, il y aura une rencontre autour d'une maladie qui prend de plus en plus d'ampleur, une maladie qui touche particulièrement le système nerveux. Il s'agit donc de la sclérose en plaques. Nous allons donc revenir sur cette pathologie neurologique. Et toujours volet santé, en compagnie du docteur Fethi Benachnou. En fait, Amel, ça t'arrive de te réveiller le matin et de trouver des bleus comme ça, quelque part sur le corps? Non. Non. Pas du tout, non. Ah ben, ça peut arriver. D'accord. Ça peut arriver. C'est vrai que nous avons des bleus pas seulement lorsqu'on se cogne, mais... Quand je me cogne, oui. Oui. Après, j'ai des bleus, mais voilà. En me réveillant, non. Mais ça peut arriver. Alors justement, nous allons revenir sur ces bleus en compagnie de notre ami Dr Fethi Benachnou. Et nous terminerons l'émission comme chaque vendredi en compagnie de Samira Hadjamar. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais Amel nous annonce déjà les couleurs du ciel pour aujourd'hui. Apparemment, il va faire très beau et elle nous donnera plus de détails juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Alors, il va faire chaud, il va faire beau sur tout le territoire national. Exactement. C'est bon, nous avons fini le bulletin de météo. Allez, je m'en vais. C'est bon, elle a tout dit. Tu verras avec notre ami Ahmed Gariga Hassan. Oui. Non, lui, qui t'a déjà donné ton congé. Exactement. La semaine dernière, oui. Hein, là, lui, il aime bien le soleil, lui. Il aime bien le soleil. Ouais, c'est ce en qu'il fait, m'a dit. lui, il aime bien les 4 saisons. Ah, d'accord. Voilà. Mais plus l'été, je pense, non? Plus l'été. Voilà. Effectivement, mais il aime bien aussi la pluie pendant l'hiver. Ah, bah oui. Particulièrement qui ne l'aime pas?
particulièrement pour l'agriculture. Exactement. Voilà. Alors donc, mais nous aurons quand même besoin de toi pour un peu plus de détails, pour les températures, pour l'état de la mer. Oui, pas très importante pendant l'été. Voilà. Oui. Effectivement. Allez, Amel, c'est à toi. Merci Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, Météo Algérie prévoit un temps relativement chaud, mais plus à l'ouest où on aura des températures qui avoisineront les 40 degrés. On va commencer par la prévision. Eh bien, Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé sur pratiquement une grande partie des régions nord, avec toutefois quelques nuages accompagnés d'orages sur le haut plateau ouest, également des orages sur le sud-ouest, l'extrême sud, le Tassili, qui peuvent donner mais quelques pluies par endroit du côté de Janet. Partout ailleurs, rien à signaler. Le ciel restera généralement bien dégagé. À noter des vents forts sur le Sahara central qui peuvent avoisiner les 50 km/h et qui vont engendrer des mouvements de sable et la visibilité risque d'être réduite. Donc soyez très vigilants. Côté Mercure, eh bien, on relèvera durant cet après-midi un maximum de 40 degrés du côté de Relizane, Schleuf, Mascara, 37 à Tlemcen, 29 Oran, Ain Temouchent, également à Naba, 31 à Alger, 33 à Tizi Ouzou, 31 également du côté d'Albeyot, Djelfa, Batna, également Galma, 32 Constantine et Sétif. Au sud, 37 degrés à Bécha, 38 Gardaya, Tamanrasset et Janet, 39 à Elizi, 40 degrés à Biskra, 41 Gardaya, 42 Tindouf, 43 degrés à Insalah et 44 à 45 degrés de Ingazan vers Borj Beji Mokhtar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt calme sur les côtes ouest, peu agitée sur les côtes centre et est, des vents faibles à l'ouest et les vents seront variables et jusqu'à 40 km/h sur les côtes centre et est. Les vents sont de secteur est à nord-est. Et on termine cette fois-ci le bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 20h. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous pouvez consulter les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et on notera quand même des températures assez élevées pour la saison très élevées, hein, oui. pour un mois de mai. Pour la fin de mai. De l'Ouest. Oui, exactement. 40. Il va falloir penser à beaucoup s'hydrater. Hein. Ah oui, aujourd'hui, les personnes âgées, les enfants, donc il va falloir penser à beaucoup s'hydrater. Oui, exactement. Voilà, en tout cas, merci. Protéger la tête aussi. Oui, hein. protéger la tête, effectivement, les casquettes, si jamais on est appelé à sortir. Exact. Voilà, ben, la photo du jour, oui, Amel. Elle est magnifique. Ça te dit, elle est magnifique. Franchement, très belle perspective, effectivement. J'adore. Ça te parle? Je connais pas, mais... Alors, je savais que c'était quelque part à l'ouest, mais notre réalisateur, donc Kélimou, m'informe que c'est du côté de Ain Temouchent. Alors, Ain Temouchent, nous sommes génial. À un peu plus de 500 km à l'ouest d'Alger. Alors, apparemment, c'est le boulevard 1er novembre. Voilà, architecture atypique avec des plages vraiment paradisiaques. Hein, c'est magnifique. Vu que nous sommes aux portes de l'été. Exact, oui. Voilà, donc il s'agit de la ville de Ain Temouchent. Merci Kélimou. Là où il y a une très belle station thermale d'ailleurs. Oui. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Clément, pour le petit voyage matinal. Amel, merci beaucoup. C'est moi. On se retrouve tout à l'heure, après le journal visite du midi, après celui de 19h. Demain, à partir de 8h, exceptionnellement en compagnie de notre ami Amel Almi. Ah oui, merci beaucoup, Amel. Allez, à tout à l'heure. Et on continue. Cette fois-ci, ce sera pause musicale comme chaque matinée, en compagnie de Mariam Benallal. Et on se retrouve juste après. عمل من الدنيا رواية عمر ما نشوف ورايا غير فيك نتيق هموم جرعتها في كاسي فتوى عدى على راسي حمول رفتها نقاسي في وقت الضيق كي تكون معايا عمل من الدنيا رواية عمر ما نشوف ورايا غير فيك نتيق هموم جرعتها في كاسي فتوى عدى ولا راسي حمول رفتها نقاسي تجيت انتايا
تجيت نتايا صفيرة خلاصة الحكاية كي تكون معايا كي تكون معايا كي تكون معايا صفيرة خلاصة الحكاية كي تكون معايا كي تكون معايا حتى للنهاية تدوايا انت هوايا لا بيكي يا مش فايا ضلك يصون من عدايا نور للطريق بعد ما كثروا هواسي بعد ما مشاو كل ناسي لحد يحس باحساسي مكان رفيق انت دوايا انت هوايا لا بيكي يا مش فايا ضلك يصون من عدايا نور للطريق بعد ما كثروا هواسي بعد ما مشاو كل ناسي لحد يحس باحساسي تجيت نتايا احلاه الحب كي يكون فعل ماشي كلام بعد خيبة الظنون ضحكت ليا هزيت مكتوبي مشيت حمدت الله ورضيت كي تكون معايا حتى للنهاية وعليك كتبت سطور في عيونك جلت البحور عطرت ايامي زهور وبيك فرحانة الماضي ما يجي في بالي ولا يهولي في حالي نقولها لك بصوت عالي نبغيك حتى وعليك كتبت السطور في عيونك جلت بحور عطرت ايامي زهور وبيك فرحانة الماضي ما يجي في بالي ولا يهولني في حالي نقولها لك بصوت عالي نبغيك حتى انا نبغيك حتى انا صفيرة خلاص. Et voilà, c'était donc Myriam Ben Allal. Et cette fois-ci, nous allons ouvrir page santé en compagnie de notre ami Dr Fathi Benachnou qui va nous parler donc des hématomes. Et ce sera juste après cela. Bonjour docteur, Sabah al-Khair. Bonjour, Sabah al-Khair. Comment ça bonjour va? Les téléspectateurs, les fidèles de Canal Algérien. Oui. Ça va, vous allez bien? Ça va, il n'y a pas de problème, ça va. Il fait chaud, il fait chaud. Non, mais c'est bon. C'est la période aussi. C'est la période. Et ça a un impact sur notre santé. Effectivement. S'il n'y avait que le froid, qu'il n'y avait que le truc, là c'est bon. Mais il faut prendre ça. On en parlera la semaine prochaine, comment faire face pour avoir un bien-être en été avec voilà. Mais aujourd'hui, quand même, vu que dans quelques régions, particulièrement à l'ouest, nous a annoncé ce matin à Malarivi, c'est jusqu'à 40 degrés pour aujourd'hui. Donc, on insistera sur l'hydratation pour aujourd'hui. Je vais vous faire une confidence sur ma vie. Je vais dévoiler. On va faire une chronique people. Une pièce de puzzle. Je suis né à Relisane. Oui. Et ma mère là. Par contre, tu le savais. Et ma mère là, me racontait qu'il y avait tellement que c'est très chaud à Relisane que les cigognes tombaient par terre. Ah, carrément. Carrément déboussolée par la chaleur. Elle m'a raconté ça. Et ma mère qui était élevée, je vais tout dire aujourd'hui, qui était élevée à Blida, alors ça faisait un changement terrible. Oui. Et voilà, la chaleur, là, on en parlera. On en parlera la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, nous allons parler des hématomes. Docteur, alors on sait que généralement c'est lorsqu'on se cogne que nous avons des hématomes, mais sinon on peut les avoir alors que... Spontanés, on appelle ça, les hématomes spontanés. Alors parlons d'abord des hématomes. Les hématomes. Vous savez que l'on a, notre corps est imbibé de sang, irrigué. Le sang c'est important, il apporte l'oxygène. La plus petite partie de notre corps a besoin d'oxygène, sinon elle meurt.
Et là, il y a le réseau sanguin. C'est un réseau. Là, on faisait ça, on apprenait ça au primaire. Oui. La circulation sanguine, le Dawara cœur. Damawiya. Dawara Damawiya. Voilà. On apprenait ça à l'école primaire. Je ne sais pas s'ils l'apprennent toujours. Oui, oui, toujours. Toujours. C'est très important. C'est au collège qu'ils l'apprennent. Au collège, avec un élément, mais je me souviens des affiches du corps humain, de la circulation sanguine. Alors là, vous me faites rappeler un beau souvenir, docteur, parce qu'on était appelé à dessiner la circulation sanguine avec toutes les le crayon rouge et le crayon bleu. Effectivement, c'était pour un exposé. Pour un exposé, on faisait ça. Donc, vous voyez que le sang est partout et ça va des gros troncs sanguins, c'est-à-dire des artères vraiment, par exemple l'artère de l'aorte au niveau du ventre, qui est un grand fournisseur de sang, transporteur et diffuseur de sang. Mais on peut avoir des petites bronchioles, des petites artérioles qui ne sont pas bronchioles, des petites artérioles. C'est comme le tronc d'un arbre avec des branches, mais qui vont très très fines. Par exemple, tout le monde on a tous subi, on a tous eu un hématome. On s'est tous fermé la porte sur le doigt. Oui. Ça arrive. Oui. Et on a... Voilà. Ça, on rencontre ça souvent. Voilà, on rencontre ça souvent. Mais ça, c'est traumatique, toujours, parce qu'il y a un écrasement qu'on appelle du lit capillaire. C'est des petits vaisseaux qui sont écrasés et ça pète, donc le sang, il sort, il diffuse et ça devient bleu. Ça devient bleu, c'est ce qu'on appelle le bleu. Mais on a des hématomes beaucoup plus méchants, beaucoup plus graves. C'est les hématomes, par exemple, intracrâniens. Oui. Mais ceux-là... On les voit? Comment? On ne les voit pas. Et attention, ils sont très dangereux. On fait passer des radios, on garde le malade, l'accidenté, sous contrôle à l'hôpital pour voir. Parce que ça peut être une perte de sang par petites gouttes. C'est comme les hémorragies internes. Mais quelques heures après ou une journée après, il y aura accumulation de sang en dehors du circuit sanguin. C'est une sortie du sang de son lit. Un petit truc. Vous savez, c'est très simple. C'est comme les voitures. Quand il y a une perte d'huile, c'est petit à petit, on continue à rouler, tout ça, il n'y a pas de problème, mais il y a un moment où il y a la perte d'huile, goutte après goutte, ça entraîne, c'est la même chose, c'est le lieu, surtout les hémorragies internes, par exemple un organe qui pète ou un truc comme ça. Mais nous n'allons pas parler des hématomes traumatiques, suite à un traumatisme. Il y a ce qu'on appelle les traumatismes spontanés. Beaucoup d'hématomes spontanés, beaucoup de gens disent « Ah, moi j'ai remarqué des bleus qui apparaissent au niveau de mon corps, de tout le corps. » Ça, c'est beaucoup plus, ça n'a rien de traumatique, mais c'est beaucoup plus un trouble, on appelle ça de la crasse sanguine. C'est le sang qui perd certaines propriétés à cause de maladies. Par exemple, on peut avoir les hémophiles. Docteur, qui ne coagulent pas. Voilà, nous avons ici une image qui montre plusieurs sortes d'hématomes. La coloration, elle change. Est-ce qu'il y a une explication particulière? Le sang, il est comment? Il est rouge. Le sang, il est rouge. Oui. Mais avec le temps, quand il se coagule, quand il perd il prend du temps qu'il se coagule, il devient bleu. Le sang bleu, c'est pour ça qu'on a le bleu. Là, c'est différentes. Là, ça explique ces différentes situations où l'hématome spontané s'exprime. Ce qui est important, ce qu'il faut retenir, ça c'est très technique, c'est les médecins qui doivent. Ce qu'il faut retenir, c'est quand il y a apparition de bleu, alors que les gens disent « Ah, mais j'ai pas eu de traumatisme, je me suis pas cogné, je me suis pas tout ça », là, il faut aller dans un service. Et après, même au toucher, docteur, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Parfois même, quand il y a une pression, tellement les terminaisons capillaires sont fragiles, elles pètent. À ce moment-là, ça devient un traumatisme local. Oui, et là, c'est un trouble, le sang, il coagule.
il y a des facteurs de coagulation, il y a pas mal de... Le sang est un élément très très riche en produits qui le surveillent. Le sang doit rester à l'intérieur des vaisseaux. Il ne doit pas sortir. Et pour ça, c'est merveilleux la création humaine, c'est pour ça qu'il y a des facteurs qui régulent. Tout le temps, vous, moi, ceux qui nous regardent, le sang est maintenu grâce à des données, les taux de prothrombine, beaucoup d'éléments, je ne vais pas en parler, qui permettent et qui veillent, c'est très important, à ce que le sang reste dans les conduits et les vaisseaux. Mais quand il y a un trouble de la crasse sanguine, on appelle ça, à ce moment-là, il y a un dérèglement au niveau du sang et ça pousse parce que le sang, dès qu'il est trop fluide, il traverse la paroi du vaisseau. Donc il y a des éléments, il faut les surveiller et un hématome spontané et il faut faire attention. Par exemple, on peut citer les hémophiles. Les hémophiles ils n'arrivent pas, par exemple, à coaguler. Et là, le problème, c'est au niveau, par exemple, des circoncisions. On circoncile, mais généralement, quand on se blesse, le sang coagule, ce qu'on appelle le clou plaquettaire. C'est comme un clou qui bouche. Mais quand il y a un trouble de l'hémostase, il y a apparition de ces problèmes d'hématome spontané. Il faut aller consulter. Alors, docteur, mis à part des personnes qui sont malades et on sait qu'ils ont une maladie comme les hémophiles par exemple, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont sujets à ces hématomes spontanés que d'autres? Ils ne sont pas sujets à des trucs. Ils s'aperçoivent qu'ils ont des bleus. Et c'est à ce moment, on ne va pas faire une analyse de notre sang, de la crasse sanguine, normalement. C'est lorsque, tiens, c'est bizarre, il y a des bleus qui apparaissent, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'il faut aller consulter. C'est à partir de l'apparition des bleus que, sans raison de traumatisme. Vous n'allez pas maintenant, sauf s'il y a une trop grande concentration sur sa santé. J'ai écouté, j'ai assisté à une émission sur moi, pourquoi il faut que j'aille vérifier. Je ne veux pas rentrer dans cette logique, dans cette illogique. Mais sinon, il faut s'inquiéter dès les premières apparitions. Bien sûr, si on a des bleus. Beaucoup viennent nous dire, tiens, dernièrement, je m'aperçois que j'ai des bleus au niveau de mon corps qui apparaissent, je ne me suis pas cogné, je ne me suis pas... C'est là où c'est ce qu'on appelle un hématome spontané. Et là, il faut aller dans un service d'hématologie. Ça, c'est important. Donc là, c'est pour explorer. Il faut explorer pour voir et on va découvrir des choses au cas où. Mais sinon, quand il y a des bleus ou des hématomes traumatiques, comme vous dites, il y a un bleu, là... C'est normal. Là, on ne devrait pas s'inquiéter. Il y a un lit capillaire, vous allez frapper faux, ça pète, ça pète. Mais ce que c'est pas, c'est un terme. Mais là, on ne s'inquiète pas. Non, là, après, ça part. Donc, après, ça part. Voilà, c'est un sang donc, qui va... Oui, c'est le sang, il va progressivement se dissoudre. Se dissoudre, voilà, c'était ma question. Non, il n'y a pas de problème. Mais si c'est répété au niveau de certaines parties du corps, et très souvent, c'est comme ça, on dit « Ah, mais je remarque que ces derniers temps, j'ai des bleus, alors que je ne me suis pas cogné. » Là, mais je me suis cogné ou là, des trucs. Là, on connaît la cause. Bien sûr. Là, on connaît la cause. Surtout quand on fait le ménage. Et les femmes... on en prend des coups, effectivement. On prend des coups et c'est le moment propice. Ça, c'est un hématome traumatique. Et j'insiste sur le fait que si ça apparaît, il faudra aller chez le médecin en hématologie. Alors, qu'est-ce que ça peut être comme cause? Premièrement, c'est la crasse sanguine. La crasse sanguine, c'est le sang en lui-même. Il y a des éléments qui manquent et certaines données physiologiques des propriétés du sang
elles sont déstabilisées. Qu'est-ce qui les déstabilise? C'est là où il faut rechercher. Et surtout ce qui est important et ce qu'il faut savoir, c'est que le sang reste dans les vaisseaux sanguins. Et il y a des éléments de contrôle, de surveillance physiologique qui font que le sang ne doit pas sortir et le sang ne doit pas être aussi lourd parce qu'il donne des embolies. Il devient. Donc, c'est un de ces éléments qui est perturbé pour différentes raisons. Et c'est ce qu'il faut évaluer. Voilà, et donc là, c'est l'hématologue qui pourra. Ah oui, c'est l'hématologie, c'est une exploration. C'est pas. Il y a aussi des hémorragies, des hémorragies spontanées pour ceux qui prennent de l'aspirine. L'aspirine entraîne des hémorragies. Alors, on donne actuellement. Pour les gens qui ont un sang qui est lourd, qui risque de coaguler, on donne comme anticoagulant, il y a d'autres anticoagulants, on donne de l'aspirine, classiquement, on donnait mais de l'aspirine maintenant, certains médecins ont la main lourde parce que l'aspirine peut elle-même donner des hémorragies. Vous voyez que c'est... D'ailleurs, même quand il y a une intervention chirurgicale ou par exemple on va aller chez le dentiste, on demande toujours à arrêter l'aspirine quelques semaines avant. Et surtout certains malades, on donnait des anticoagulants. Oui. C'est-à-dire ceux à qui on soupçonnait que leur sang risque de coaguler, ça bouche les vaisseaux, on donnait du Syntron, on appelle ça du Syntron, mais ils étaient astreints à un contrôle régulier de la coagulation. Oui. C'est un anticoagulant. Il ne faut pas qu'il soit trop efficace parce qu'il rend le liquide et le sang, il sort et il donne des hémorragies spontanées. Et il ne faut pas être en deçà parce que... Mais maintenant, il y a un médicament sur le marché, je ne donnerai pas le nom, mais qui est efficace, qui libère le malade de ces contrôles de coagulation, mais ça coûte trop cher. Et il n'est pas remboursé. Et vous voyez que c'est un problème... C'est toujours prescription médicale, docteur. Oui. Il ne faut pas le prendre tout seul. Voilà, pas tout seul parce que... non, mais attention, si quelqu'un prenait ce qu'on appelle du Syntron et il était astreint à des contrôles réguliers de la crasse sanguine, le fait de ne pas être astreint à ces contrôles réguliers du temps de coagulation et tous ces éléments-là, on est attiré. C'est un bien-être pour le patient. Mais la différence... Mais bientôt, je crois que son prix va être abordable, revu, et il n'est pas remboursable par la sécurité sociale. Très bien. Donc, mot d'ordre, c'est qu'il faut consulter. Et l'apparition de ces hématomes. Et on ne connaît pas la cause. En l'absence de traumatisme clair, surtout les femmes au foyer. Et là, il faudrait aller consulter en hématologie. C'est important. Très bien. Mais, au fait... là, j'insiste, je vous dis pourquoi j'insiste. J'insiste parce que, est-ce que ça pourrait être, ça pourrait avoir un rapport avec les plaquettes sanguines? Oui. Alors là, je vais m'étaler. Les plaquettes sanguines, on les appelle les facteurs de coagulation. Oui. Les facteurs. Il y en a plusieurs. Parmi elles, les plaquettes sanguines. Il y a une baisse des plaquettes sanguines. Ça entraîne des histoires de matin. Le sang ne coagule pas. Oui. C'est pour ça qu'il faut aller en hématologie. Et là, c'est leur boulot, leur concentration, c'est le sang. Le sang est quelque chose de vivant. Il y a des éléments qui circulent dans le sang. Et c'est prévu que, par exemple, quand on se blesse, on a le sang et coagule. Oui. Un petit peu. Je parlais tout à l'heure des circoncisions d'enfants, circoncision, pas la cautérisation, elle se fait plus, mais faire couler le sang. Il y a eu des cas qui sont devenus historiques, où on a circoncisé un enfant, la maman l'a porté dans son lit. Et elle est partie parce que nous, on fait la fête. Et quand elle est revenue, elle a trouvé le drap complètement inondé de sang et le gosse vidé de son sang. Parce que les plaquettes sanguines
sont inexistantes ou beaucoup d'éléments. C'est pour ça qu'il faut faire des bilans avant la circoncision. C'est le plus important. Voilà, c'est le plus important. Nous, ce qui dit circoncision chez nous dit fête. Oui. Fête et gâteau et tous ces éléments-là. Et il faut séparer les deux. Il faut séparer les deux. La fête, c'est vrai, on la prépare, tous ces éléments-là, mais la santé de l'enfant est plus importante. Et avant de décider de la circoncision, on emmène son enfant, on fait un bilan. Est-ce qu'il n'est pas à ce moment-là hémophile? Parce que c'est l'hémophile qui ne coagule pas. Par défaut du facteur 9. On y va, là, je fais du facteur 9 et du facteur 8 et tous ces éléments. Ça dépend. Il y a des facteurs de la coagulation. Voilà. Il y a aussi les femmes enceintes qui devraient faire beaucoup de contrôles par rapport à cette question. C'est grave. Le plus grand danger pour une femme, c'est au moment où elle accouche. C'est là où elle risque de perdre. D'ailleurs, on dit qu'elle a un pied dans la tombe et un pied dans la vie. Mais c'est là où on découvre que parfois il y a des problèmes. Le suivi de la grossesse. Pourquoi on dit prévention? Une grossesse, il y a un suivi. Et on a un excellent carnet de santé, le bleu, où il y a toute une page consacrée au suivi de la femme. Avant la grossesse, pendant la grossesse et après la grossesse. Là, le moment le plus, je ne vais pas faire peur, mais le plus délicat, disons, pas dangereux, c'est lorsque la dame est sur la table d'accouchement. Elle a besoin de sang et pire si on sait qu'elle est hémophile ou je ne sais quoi. Ça, c'est d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un suivi. Et à ce moment-là, une femme qui présente ces conditions-là, elle doit être dans un service de maternité, d'accouchement, une salle d'accouchement hyper spécialisée, pointue. Et on a ça chez nous, on a. C'est pas très répandu, mais on a. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, de rien. Docteur, de nous avoir sensibilisé encore une fois à cette question. C'est vrai que beaucoup de personnes négligent un peu, ils se disent, bon, allez, c'est des bleus. J'ai dû me cogner, j'ai dû ne pas faire attention, mais il faut quand même... et surtout si ça se répète et ça apparaît dans différents endroits, je crois que là, il ne faut pas attendre. Aller en service d'hématologie. Merci beaucoup, docteur. De rien. On se retrouve vendredi prochain Inch'Allah. pour parler de comment faire face à la chaleur. À la chaleur. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller à la découverte d'une projection d'un très beau film documentaire autour de la vie donc de l'artiste peintre Rachid Quraishi. C'est Fariel Cher qui était intéressé dans ce reportage et on se retrouve juste après. Donc, qui vient dessus, et de chaque côté, on a 3 et 3, c'est les 3 religions monothéistes. Rachid Quraishi, figure emblématique de l'art contemporain, est considéré comme l'un des artistes algériens les plus reconnus à l'international. Son œuvre, empreinte de symboles, de calligraphie, de spiritualité soufie et de mémoire ancestrale, voyage entre les époques et les continents. Un film documentaire intitulé « Tu manques même à mon ombre », réalisé par Laurent Bouillard et consacré à Rachid Quraishi, tourné entre Janet et Tamanrasset, il suit l'artiste dans le paysage grandiose du Tassili, à la rencontre de ses sources d'inspiration les plus profondes et de son attachement profond à l'Algérie. Cette œuvre-là que vous avez vue aujourd'hui, pour le regard sur moi, pour le regard sur l'Algérie, elle appartient à 3 Guggenheim. New York, Abu Dhabi et aussi le Guggenheim du Portugal. Donc c'est une œuvre immense. Ils vont bientôt ouvrir le nouveau Guggenheim à Abu Dhabi et ils tiennent à ce que je vienne la monter pour l'inauguration et à l'entrée du Guggenheim. L'importance que ça a. Ça, la vraie présence, c'est le don et le partage. Et mon grand-père disait toujours, ce qui n'est pas offert est perdu. Tu vois, même un sourire. Rachid Quraishi est un ami d'enfance. Nous étions au lycée ensemble. Il a eu un parcours extraordinaire en tant qu'homme, en tant qu'artiste, en tant qu'humaniste. Et la présentation qu'il a faite de son film nous a plongé dans un univers féerique. Et ça lui ressemble beaucoup. Ça ressemble à l'homme, ça ressemble à tout ce qu'il a fait, hein, et à son écriture aussi. Hein. Donc
Et vraiment, je suis très fier d'avoir été, de l'avoir rencontré tout jeune et de voir son parcours qui est extraordinaire. Et je lui souhaite le meilleur parce que c'est ce qu'il mérite. Aujourd'hui, c'est vraiment la consécration de son œuvre avec ce documentaire sur son œuvre, sur l'Algérie. Et surtout, ce documentaire nous fait dire que nous, les Algériens, on vit dans un pays magnifique, avec une belle religion, avec une belle culture, avec une humanité. Le débat organisé après la projection du film documentaire, Rachid Koraïchi a insisté sur l'importance de protéger notre pays. Ému de partager des moments forts avec d'autres artistes, il rappelle que l'art est aussi un moyen de transmission et d'engagement. Je suis très ému après la séance d'Ishmina. Et franchement, c'est un film très intéressant, très important et très pédagogique. C'est un film à montrer, à diffuser, à montrer dans les grandes écoles. Surtout que ça parle d'inspiration, ça parle de sujets de travail. On a un pays très riche en culture ancestrale. Ce n'est pas une culture d'hier, c'est une culture ancestrale. Le tassili, les signes, les symboles, l'artisanat, les poteries, la bienséance, les zaouïas, les marabouts, tout ça, c'est des sources d'inspiration pour les artistes. Et Rachid nous a vraiment montré comment prendre l'essentiel, comment être très spirituel, très plastique, prendre l'essentiel et montrer ça l'Alamiyya. Dans le silence du désert, l'art devient langage. Rachid Koraïchi, guidé par la lumière du tassili, livre un message d'amour et de mémoire. À travers le documentaire, tu manques même à mon ombre. Et voilà, tu manques même à mon ombre. C'était le film documentaire qui a été réalisé donc autour de la vie excusez-moi, de l'artiste plasticien Rachid Koraïchi. Et c'est un reportage donc de Feriel Chir. À présent, nous allons nous intéresser à la bienfaisance, particulièrement à quelques jours après cette grande fête fédératrice tant attendue par toute la communauté musulmane, à savoir Eid al-Adha. Et nous en parlons aujourd'hui en compagnie donc d'un des représentants de l'association Bonheur des Nécessiteuses par Khair Marhaba Bik. Donc il s'agit de Menaa Mounir Ourabah. Marhaba. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Marhaba Bik. Alors le travail commence déjà pour accompagner les nécessiteux, pour avoir... Ça fait longtemps. Et voilà, ça fait quand même quelques temps que ça a commencé, pour accompagner donc certaines familles pour pouvoir vivre pleinement. Certaines catégories. Voilà, pour vivre pleinement donc Eid al-Adha. Parlez-nous un peu de votre initiative. Donc notre initiative a commencé juste après après Ramadan, après la fête le fête. Donc on a profité, on a organisé, depuis le début de l'année, c'est la 5e caravane de solidarité. On a été à Tialet, à Tissimsilt, au Grand Sud, à Médéa, et la dernière fois, il y a une semaine de ça, c'était à Tizi Ouzou. C'était des caravanes de solidarité. En même temps, Alors, ce sont des caravanes de solidarité qui consistent en quoi? Ça s'organise autour de quoi? C'est venir en aide aux familles nécessiteuses au niveau de cette région, bien sûr en collaboration avec d'autres associations, au niveau du Civilaya. Ça concerne généralement les vêtements, les médicaments, le matériel médical, tous les besoins de cette région. D'accord. Et donc là, ça continue? Vous êtes arrêté à Tizi Ouzou, ça va continuer? Oui, la dernière caravane, il y a une semaine de ça, c'était à Tizi Ouzou, la commune de Bounouh. Et donc là, nous sommes à quelques jours donc, de Eid al-Adha. Qu'est-ce qui se prépare pour cette grande fête? Beaucoup de choses. Donc, premièrement, le plus important, on a commencé par préparer des 1000 colis alimentaires pour les familles nécessiteuses. C'est des colis alimentaires qui contiendront généralement des denrées alimentaires et surtout de la viande. Oui.
parce que ça coïncide avec la fête de Eid al-Adha. On a aussi un projet pour sacrifier des moutons de l'Eid au niveau des hôpitaux de Mimsous et de Mustapha, service cancérologie. Oui. Aussi, on va distribuer quelques moutons, peut-être une centaine, si on arrivera pour des familles nécessiteuses. C'est ce qu'on espère. Beaucoup plus des familles des orphelins, des enfants orphelins. Aussi, on va organiser une fête au niveau du centre de repos dans l'Adjaza. On va sacrifier aussi des moutons. On aura aussi des visites généralement des services cancérologie. On travaille beaucoup avec les enfants cancéreux. Voilà, donc effectivement, les enfants, ils peuvent malheureusement. Oui, les malades et les gardes malades du jour de l'aide, vous savez, c'est difficile d'être loin. Oui. Généralement, c'est des gens de l'intérieur, donc oui, ils sont loin de leur famille. Loin de leur famille. En plus, ils ne peuvent pas quitter les services. Donc, c'est vrai qu'il y a certains malades qui peuvent avoir des permissions, d'autres non. Oui, la plupart ne quittent pas. Enfin, ça dépend, c'est les médecins qui décident. C'est les médecins qui décident. Dans ce sens, oui. Effectivement, c'est le médecin qui décide. Alors, donc, ce sont des familles, pour les 1000 colis, vous avez dit, ce sont des familles que vous connaissez, que vous avez répertoriées. Oui, c'est des familles répertoriées par notre association, des 4 coins du pays, hein, c'est pas forcément d'âge. Oui. Ouais. Et donc, bien sûr, vous travaillez en collaboration avec tout un réseau. Oui, bien sûr. On ne peut pas travailler sans collaboration. On ne peut pas avoir toutes les informations. Au niveau d'Alger, oui, mais ailleurs, non, c'est pas facile. Donc, non. Ça se passe comment? Parlez-nous. On a un siège au niveau de Mohamedia. Il y a une équipe de bénévoles qui s'occupe de ça. Donc, c'est pas facile pour préparer 1000 colis alimentaires. Donc, ça prend à peu près une semaine jusqu'à 10 jours. Mais la jeunesse algérienne. Ça a commencé il y a 3 jours de ça. Mais la jeunesse algérienne, lorsqu'il s'agit d'aider, ils sont là. Non, très bien, on n'a pas de problème. Jamais non, au contraire. Non, on n'a pas de problème, La main-d'œuvre, on ne risque pas de ne pas la trouver. Non, on n'a pas de problème, alhamdoulilah. C'est la particularité du peuple algérien. Effectivement. Alors revenons un peu à la. Donc, on a dit à la liste des familles que vous faites, ça se passe comment? Bon, généralement, c'est des familles répertoriées auparavant par notre association. Et il y a toujours des rajouts, il y a toujours de nouvelles familles. Donc, la liste ne se limite pas à un nombre précis. Certainement. Mais c'est-à-dire, comment vous arrivez à les connaître, ces nouvelles familles? Bon, il y a des gens qui nous communiquent des listes. Des associations, des voisins, des collègues. Des gens qui nous appellent par téléphone. Donc, oui. Voilà. Donc ils vous informent de l'existence de certaines familles qui ont besoin de cet accompagnement. Oui. Généralement, c'est des familles qui ont besoin de médicaments. Généralement, c'est des familles qui ont besoin de vêtements, qui ont besoin de beaucoup de choses. D'accord. Et aussi, donc, toujours pour l'organisation, donc là, nous sommes à quelques jours donc, de l'Aïd, c'est vendredi, 7 jours, Inch'Allah, à peu près. Donc, vous allez faire comment pour pouvoir acheminer tous ces dons à ces personnes nécessiteuses? Vous allez vous organiser comment? Bon, il y a des gens qui s'occupent de transport du coup. Chacun s'occupe d'une région précise. Donc, généralement, 2-3 jours avant l'Aïd. Donc, les tâches sont bien réparties. Oui, bien sûr, très bien. Vous travaillez comme une véritable entreprise. Oui. N'est-ce pas? Oui. D'accord, mais sinon, pour les dons, vous faites comment pour collecter tous ces dons-là? Parce que 1000 colis, ça reste quand même une responsabilité très lourde. Il y a beaucoup de bienfaiteurs, il y a des micro-entreprises qui nous aident, il y a des voisins, il y a plusieurs catégories. Oui. On fait des appels à travers nos pages Facebook et Instagram. C'est Jum'aya Khairia Sa'adat al-Muhtaj. L'appel est toujours lancé pour ceux Oui, il est toujours lancé jusqu'au dernier jour. Et surtout beaucoup plus pour les viandes. Parce que c'est Eid al-Adha. Oui. Là, nous sommes en train de voir quelques images qui défilent. Je ne sais pas si on peut les revoir au niveau de la régie. Vous pourriez peut-être nous les commenter, nous en parler un peu plus, où ça se passe. Surtout, là, j'ai vu d'ailleurs quelques enfants, quelques malades. Alors, au niveau de la régie, je ne sais pas si on peut revenir sur les photos qui étaient en train d'être diffusées. Voilà, là par exemple. Là, c'était au niveau de l'hôpital des Grandes Brûlures. C'était l'hôpital où ça? Des Grandes Brûlures. D'accord. Ah oui. On a fait une visite, on a fait une petite fête comme ça. On a acheté même des vêtements pour tous les enfants brûlés. C'était la dernière fois. Après, c'est émouvant de travailler avec Oui, surtout les Grandes Brûlures, c'est un peu délicat. C'est très délicat. Les cancéreux, les brûlures, c'est très délicat. Généralement, c'est des cas de 3e degré. Oui. Ouais, ils souffrent.
On a fait une petite cérémonie comme ça, on a acheté des vêtements, des gâteaux, donc on a fait ce qu'on a pu faire. Voilà, ça leur fait toujours plaisir. Et, n'est-ce pas, le retour sur investissement est là. C'est le fait de les voir bien heureux. Sûr, bien sûr. Alors là, c'est une cérémonie en l'honneur de nos frères palestiniens de Gaza. C'est des blessés généralement qui sont venus de Gaza. D'accord. Ils sont placés dans plusieurs centres de repos ici. Il y a Hammam Rera, il y a, je ne sais pas, Tipaza, je pense. Là, c'est nos frères palestiniens. Je ne suis pas la première fois. On a fait plusieurs. Donc vous partez toujours pour les visites, pour l'accompagnement. Oui. Et donc ils sont toujours émus de vous voir, j'imagine. Oui, bien sûr. C'est des cas spéciaux, ça. Oui. Ils sont sortis d'une guerre, donc. C'est pas évident pour eux, parce qu'il n'y a pas que la prise en charge médicale, il y a aussi la prise en charge psychologique. Oui, la prise en charge médicale, c'est l'État qui s'occupe. C'est l'État qui s'occupe, effectivement, les médecins. Nous, en tant qu'association, on fait des efforts pour les aider, pour les insérer dans la société algérienne. Ah, ça c'est... Oui. Ça c'est une autre... En collaboration, bien sûr, avec l'État algérien. Oui, donc ça c'est une autre de vos missions au niveau de l'association. Oui. Donc quand vous dites insertion, c'est par rapport à l'emploi, c'est par rapport au logement, c'est par rapport à quoi l'insertion? Non, parce qu'il y a des jeunes qui veulent terminer leurs études, il y a des jeunes, généralement c'est des jeunes. Donc la plupart sont inscrits dans une université algérienne. Oui, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de camarades palestiniens. Oui. Donc on les oriente. Oui. Comme j'ai dit, l'État algérien fait beaucoup de choses pour nos frères palestiniens. On essaie de les aider en tant qu'association. Donc pour l'accompagnement, on organise même des cérémonies, on fait des sorties en bateau pour les enfants. Ah, c'est bien. Oui. On fait des sorties récréatives au niveau des forêts, au niveau des parcs zoologiques. Après là, il y a les beaux jours qui vont venir, hein, donc vous pourriez organiser encore plus ce genre de sorties. Oui, pourquoi pas, ça dépend des moyens. Oui, effectivement. Donc on lance un appel effectivement pour l'accompagnement de l'association, n'est-ce pas? Oui. Ils peuvent nous contacter, comme j'ai dit, à travers nos pages Facebook et Instagram, et il y a le numéro de l'association sur les photos. Sur les photos. Alors on peut revenir sur quelques photos déjà pour avoir le numéro de téléphone, mais aussi pour voir aussi d'autres actions que vous avez faites. Alors donc cette fois-ci ça va être, vous avez dit, les hôpitaux là où il y a des cancéreux. Oui, les gardes malades qui vont passer la fête de l'aide au niveau de l'hôpital. Alors généralement c'est les mamans. Hein. Généralement c'est des mamans. Généralement ce sont les mamans. C'est des mamans, oui. Chaque année, on fait ça, c'est pas la première. Après, c'est très difficile pour les mamans parce que généralement, elles ont généralement des enfants qu'elles laissent, avec le papa. Pour elles, c'est un peu délicat. Alors ici là, c'était une santé récréative pour des enfants orphelins, des enfants orphelins. Il y a aussi des enfants trisomiques. Là, ça, on le fait presque chaque semaine. Et là, vous êtes où? Ça a l'air d'être très beau, là où vous êtes. Oui, je suis une ferme à Birtouta. Ah, d'accord. Une ferme pédagogique, oui. Une ferme pédagogique, voilà. C'est très, très joli. Effectivement, c'est un environnement propice. Donc, Hadja ou Farja, la sortie finalement. Oui, il y a de la pédagogie, il y a... N'est-ce pas? Oui. Et aussi donc les enfants qui vont pouvoir s'amuser et apprendre beaucoup de choses. Bien sûr, c'est des enfants qui n'ont pas les moyens. Peut-être il y a des enfants qui sont des régions, peut-être qu'ils n'ont pas où sortir ou s'amuser. Donc on fait le maximum. Des fois, on fait des mini-colonies de vacances de 10-15 jours pour ces enfants aussi. Ah, et là, on a une autre photo. Là, c'est la préparation des collés pour El Adha. Pour cette fois-ci? Oui, au niveau de la comédie Mohamedia. Ah, donc on voit l'organisation, elle est de taille. Hein, donc bien très bien organisée. Bien sûr. Vous êtes combien finalement dans l'équipe? Bon, des fois 10, des fois 15. Ah, vous n'êtes pas nombreux, hein? Oui, des fois 15. Vous n'êtes pas nombreux, mais très productifs. Non, il suffit de s'organiser ici. Voilà, c'est une question d'organisation. C'est pas une question de nombre, oui. On peut être 50 et on ne fait rien. Oui. Effectivement, donc les tâches sont bien réparties, donc chacun sait ce qu'il doit faire. Voilà, donc on lance encore une fois un appel pour accompagner l'association. Du moment que vous êtes toujours en train de préparer pour Eid al-Adha. On a toujours jusqu'à la veille, Inch'Allah. Jusqu'au dernier jour. Non, même le jour d'Eid al-Adha, il y aura le sacrifice des moutons au niveau des hôpitaux, comme j'ai dit, au niveau du centre de repos. Il y aura la distribution des viandes pour les familles nécessiteuses, pour les orphelins, pour plusieurs catégories dans le besoin.
Inch'Allah. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. L'accompagnement, c'est vrai, est très très important durant ces moments-là. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et bravo pour tout ce que vous faites. Je profite toujours de cette occasion pour faire un appel aux bienfaiteurs. Donc, c'est l'occasion jamais. C'est quelqu'un qui veut aider. On a les moyens de contact, comme j'ai dit, Facebook, Instagram, le numéro de l'association. Inch'Allah, bravo encore une fois à vous et à toute l'équipe qui vous accompagne. Donc, pour avoir apporté le bonheur à toutes ces personnes qui en ont besoin, particulièrement durant ces moments très, très difficiles et très particuliers. En tout cas, merci beaucoup à vous. Donc, je rappelle Menna, Mounir Ourabah, vous êtes le président. Donc, non, je suis pas le président. Je suis chargé de la communication. Chargé de la communication, d'accord. Donc, de l'association caritative, Bonheur des nécessiteux. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue cette fois-ci. Nous allons parler d'un aliment très très prisé du moment que aujourd'hui il est très présent dans le marché. On va dire, il s'agit du thon. Alors le thon, les bienfaits du thon, c'est un reportage auquel s'est intéressé Nawal Benjelali. Je vous laisse voir et on se retrouve juste après. Le thon est l'un des poissons les plus consommés au monde. Et pour cause, c'est bien fait pour la santé. Très riche en nutriments essentiels, parmi ses atouts majeurs, le thon offre une excellente source de protéines complètes, comparable à celle de la viande, avec moins de graisse, favorise le développement musculaire et aide à maintenir une bonne santé osseuse. Ces oméga 3 jouent un rôle crucial pour la santé cardiovasculaire. Le thon regorge également de vitamines et minéraux précieux. Ces acides gras soutiennent les fonctions cognitives. Peu calorique, le thon s'intègre parfaitement dans les régimes minceurs. Les pêcheurs algériens déploient des efforts considérables pour répondre à la demande croissante en thon, malgré des conditions difficiles et des ressources limitées. كنحلقوا عليه وما د البحريه هذيك وين تبدا خدمته يبدا يخدم باش يطلع الشبكه وبيتاتر بالك تقعدي 2 جور في الكاله الا تكليتي مع العشيه مثلا وطاح عليك الليل ما تقدريش تطلعي الشبكه تاعك حتى للصباح. البحري هو الكل في الكل. البحري هو يجيبها من البروفا تاع البابور البوبا حاجه اللي هي البحري. Chaque matin, des centaines de petites embarcations prennent la mer. Ces pêcheurs traquent principalement le thon. Leur prise est souvent modeste, mais représente l'un des derniers lieux directs entre eux et leur patrimoine halieutique. احنا قادرين نروحوا منا بالك ما تصيديش كاع. بالك تصيدي بالك تروحي في 2 جور تكملي الكوطه تاعك وتولي بالك تضربي 20 جور شهر. عندنا مثلا الفلوكه هذه عندها 50 طرناطه مثلا ما نعرفش مازلت ما شفتش يلزم تصطاد 50 طرناطه باش تروح وعندنا فتره معينه من 25 ماي حتى 25 جوان. La production de thon est particulièrement élevée durant les mois de mai et juin, pour plusieurs raisons liées au cycle biologique des thons, méthodes de pêche et surtout à des réglementations et quotas. كي نصطادوا من الغزاله نتاعنا باش ندخلوا الكاج غطاء سبيسيال بالكاميرا يحسبها بالكعبه ونعرفوها قداش الكونتيتي. كانت الدول كلها تصطاد ضر الحوت شوي. المنظمة هذه عالمية عملتها باش تنظم الحوت ما عادش الخطر بدا يتفقد كي عملت لنا الشهر هذاك وتعطي كل فلوكة عطيتها الكونتيتي معينة. Le thon s'impose comme l'un des aliments les plus bénéfiques pour la santé. Un trésor nutritionnel à portée de fourchette. Reste la relation pêcheur et thon, un équilibre à renforcer. نكذب عليك بحر عقيده الواحد كشغل تربى في البحر ادي ساطون بديت في البحر ما نقدر نروح نخدم كاين بيت ادي جور هكذا وين يتقلق البحري يروح يخدم في جهه اخرى مي يعاود يولي للبحر.
Voilà, c'était donc le ton et c'est bien fait. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à la santé, particulièrement une pathologie neurologique. Il s'agit de la sclérose en plaques, un événement donc, qui est organisé demain, Inch'Allah. Et nous en parlons donc en compagnie du président de la Fédération des malades atteints de sclérose en plaques, à savoir Dr Smail Kinzoua. Bonjour docteur, marhaba bik. Bonjour madame. Marhaba bik. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Le bonheur est partagé, surtout qu'aujourd'hui nous allons profiter de votre présence pour sensibiliser un peu les téléspectateurs par rapport à cette maladie. Alors d'abord, faisons connaissance avec cette pathologie. La sclérose en plaques, c'est quoi au juste? C'est une maladie chronique qui atteint le système nerveux central, la moelle épinière et la colonne vertébrale. Donc elle évolue par poussée. Oui. Et chaque poussée, elle laisse des traces qui peuvent entraîner des handicaps. Parfois, ça peut aller jusqu'à l'handicap. Donc, c'est une maladie du système immunitaire. Pour des raisons qu'on ne connaît pas, les cellules nerveuses vont attaquer la myéline. Cette myéline qui protège les nerfs vont être abîmées. Et donc l'influx nerveux, il y a un problème de l'influx. Ça ne passe pas bien. Donc, il y a un dérèglement total du système nerveux. Et docteur, à un moment donné, on pensait que la sclérose en plaques pouvait toucher des personnes un peu plus âgées, mais aujourd'hui, on voit que c'est une maladie qui touche les jeunes de plus en plus. Et on ne connaît toujours pas les causes, finalement. La cause n'est pas connue. C'est une maladie qui touche les jeunes. Les jeunes, même très jeunes. Ça peut aller de 18 ans jusqu'à 40 ans et parfois plus. Et ça peut descendre de 16 ans, 14 ans, etc. Carrément. Carrément. Ça touche les femmes beaucoup plus que les hommes. D'accord. Donc, c'est une maladie chronique qui évolue par poussée, qui touche pratiquement beaucoup plus les jeunes, qui est très invalidante. Et c'est ça le danger de cette maladie. Effectivement. Alors, docteur, quels sont les signes avant-coureurs? À quel moment on s'inquiète et on se dit il faut qu'on aille consulter? Je vous parle de mon expérience personnelle parce que moi-même, je suis atteint de la sclérose en plaques pratiquement depuis 26 ans. Donc moi j'étais très actif dans le mouvement associatif. On faisait une journée de sensibilisation pratiquement sur le sida. Oui. Je rentrais le soir, j'ai fait une fièvre terrible. Le matin, j'étais totalement paralysé. C'est venu comme ça d'un coup? C'est venu comme ça, totalement. Le matin, je me trouve paralysé, totalement au lit. Donc, les signes évocateurs de la sclérose en plaques, ces signes sont multiples. Ça peut être des fourmillements, ça peut être une fatigue, ça peut être des troubles visuels, ça peut être des troubles locomoteurs, etc. Il y a plusieurs signes qui peuvent évoquer la sclérose en plaques. Donc, il faut vraiment négliger aucun de ces signes. Parfaitement, et merci beaucoup. Je le dis à la Fédération. Elle a fait pratiquement tout un programme de formation particulièrement dédié aux médecins généralistes. Oui. Pourquoi les médecins généralistes? Parce que les médecins généralistes sont éparpillés à travers tout le pays. Et c'est vrai que c'est le premier médecin qu'on va voir. C'est le premier médecin qu'on doit voir. Oui. Donc, comme les médecins neurologues ne sont pas pratiquement bien dispatchés à travers le pays, on s'est dit il faut former les médecins généralistes. Les former, ce n'est pas pour en faire des neurologues, non, mais pour leur donner des signes. Quand il y a un malade qui se présente chez lui, quand il présente un signe, il faut qu'il pense à la sclérose en plaques. Et le plus important dans tout ça, c'est le diagnostic précoce. Et pouvoir orienter aussi vers les spécialistes. Quand il soupçonne la sclérose en plaques, il faut qu'il l'oriente vers un spécialiste de neurologie pour qu'il soit pris en charge. Parce que plus le diagnostic précoce, plus le malade est pris en charge et plus, disons, les dégâts sont moins importants. Alors, c'est une maladie qui peut être prise en charge si on arrive à la détecter si on arrive à la détecter, il y a des traitements qui sont proposés. C'est une maladie inflammatoire. Donc, il faut traiter l'inflammation. Chaque inflammation, chaque poussée, ce qu'on appelle par poussée, ces poussées laissent leurs traces. Et ces traces qui peuvent aller pratiquement jusqu'à l'handicap total. C'est ça le danger. Et c'est ça le principe. Et notre objectif principal,
c'est de faire un diagnostic précoce de cette maladie pour éloigner, au moins traiter d'abord. Il y a des traitements qui sont procédés de première poussée, de première ligne, ensuite éloigner au maximum ces poussées. Parce que les premiers traitements qui sont proposés, ils éloignent les poussées, au lieu de faire une poussée tous les 6 mois, parce que chaque poussée laisse des traces. C'est ça le danger de cette maladie. Et les traces, ce sont pratiquement des signes évocateurs d'un malaise quelconque, d'un trouble quelconque. Ça peut être des troubles visuels, ça peut être des troubles locomoteurs, il ne peut plus marcher, etc. Donc vraiment, il ne faut négliger aucun signe. Il ne faut négliger aucun signe. Et j'insiste encore une fois, j'insiste, le traitement, le diagnostic précoce. Alors justement, docteur, le diagnostic précoce, il consiste en quoi? Le diagnostic précoce. Pour nous, pour essayer d'apprécier ces diagnostics précoces, il faut d'abord l'orienter vers un spécialiste. Le spécialiste, il y a toute une batterie d'analyses à faire, en particulier l'IRM. C'est très important, l'IRM. L'IRM a fait beaucoup de progrès, elle a fait pousser vraiment le diagnostic. Maintenant, on peut diagnostiquer la sclérose en plaques. Parce qu'il y a maintenant, il y a tout un appareillage, toute une batterie pour essayer de faire un diagnostic de la sclérose en plaques. Et c'est le neurologue qui pose le problème. C'est le neurologue, effectivement. Il pose le diagnostic. Voilà. Mais sinon, docteur, encore une fois, pour la sclérose en plaques, aujourd'hui, c'est vrai, quand on parle de sclérose en plaques, généralement, ça fait peur parce qu'on sait qu'on pense sclérose en plaques égale automatiquement handicap. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a un espoir par rapport à cette maladie? D'autant plus que, malheureusement, aujourd'hui, nous avons comme cette impression, je n'ai pas de chiffres, de statistiques, comme l'impression que cette maladie prend de plus en plus d'ampleur et qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont touchées. Donc, est-ce qu'il y a de l'espoir par rapport à cette maladie? On ne perd jamais espoir. Dans notre slogan, qu'est-ce que c'est? Espérer, résister et vaincre. C'est notre objectif, c'est notre slogan de la sclérose en plaques. Le premier handicap, c'est dans la tête. C'est ce que je dis aux malades. Ne perdez pas espoir. Chaque matin, quand vous levez, vous ne dites pas « je ne peux pas ». Vous dites « je peux faire » et vous pouvez le faire. Ça, je le vis personnellement. Chaque fois, je me dis « aujourd'hui, je ne peux rien faire ». Non, je me lève, je marche et je me bats. Et je peux faire tout ce qu'il faut faire. Donc, s'il vous plaît, les malades, ne perdez pas espoir. Levez-vous, marchez, essayez de vaincre cet handicap. Et le premier traitement que je leur propose, c'est la rééducation fonctionnelle. La rééducation, c'est très important pour les malades, surtout pour la sclérose en plaques. Il faut marcher, au moins il faut marcher. C'est ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas. Et maintenant, tout ce qu'on peut faire, c'est pratiquement marcher, marcher et marcher. La sclérose en plaques, pour moi, le premier traitement, c'est quoi? La marche. Non, en premier, la marche, mais c'est la rééducation fonctionnelle. La rééducation fonctionnelle. J'allais dire diagnostic, rééducation, marche. C'est très important. Il y a des traitements qui sont proposés. Bien sûr, il y a des traitements qui sont proposés de première ligne, etc. Parce qu'il y a plusieurs formes de sclérose en plaques. Il y a des traitements qui sont... On s'est battu des années pour avoir un consensus thérapeutique. Et ça n'a pas été facile. Un consensus thérapeutique. Ensuite, il faut introduire la nomenclature. Après la nomenclature, il faut les importer. C'est des médicaments qui sont excessivement chers, il faut le reconnaître. Maintenant, ces traitements, tous les traitements sont disponibles. Mais je le dis honnêtement, je le dis, je le répète, c'est insuffisant. C'est particulièrement, il y a beaucoup de malades qui traînent, qui n'ont pas de traitement. Et ça, c'est important, très important. Donc, je lance cet appel pour qu'il y ait, maintenant, les établissements de santé, pourquoi vous ne prenez pas l'ensemble des malades? C'est l'insuffisance budgétaire. Donc, s'il vous plaît, augmentez le budget des établissements. Et là encore, je remercie le ministère de la Santé. Il faut faire, Yannick, je dis que l'État a fait un effort considérable. Le ministère de la Santé a fait un effort considérable pour introduire ces médicaments qui sont très très chers. Je leur demande, s'il vous plaît, monsieur le ministre, faites encore un effort, augmentez le budget des établissements, qu'il y ait une prise en charge totale du malade là où il se trouve. Voilà, madame. Effectivement, c'est aussi augmenter l'espoir de ces malades. Effectivement. C'est des malades qui attendent, c'est des malades qui sont handicapés, c'est des malades qui veulent vivre. C'est leur droit. C'est leur droit le plus absolu. N'est-ce pas? C'est le droit le plus absolu. Donc ne perdons pas cet espoir, ne perdons pas cette envie de vivre. Laissons-les vivre, surtout que ce sont des jeunes. Je ne parle pas de moi-même.
Alhamdoulilah. J'ai vécu. Nous avons besoin de vous pour nous éclairer, pour nous donner des conseils. Je parle de ça. Je suis là, je me bats. Oui. On a créé, j'ai 17 associations à travers le territoire national. Pourquoi? Les plus proches sont ces associations, parce qu'ils sont proches des malades. Oui. On essaie de les aider. Hier, on était à Oran. On a fait une journée à Oran pour sensibiliser. Alors justement, hier, vous étiez à Oran. Demain aussi, vous avez un événement, n'est-ce pas, autour toujours de la sclérose en plaques. Alors, parlez-nous de cet événement. Demain, on célèbre la journée mondiale de la sclérose en plaques à la Bibliothèque nationale, le Hamma. Oui. C'est grand public. D'accord? Tout le monde est invité, particulièrement les malades atteints de la sclérose en plaques. Il ne faut pas oublier les aidants du malade, madame. Les aidants, ils souffrent, ces aidants. Ces malades ont besoin des aidants. Oui. Et les aidants, il faut les accompagner. Les aidants, c'est les auxiliaires, c'est ça? Pardon? Les aidants, c'est les auxiliaires? Parfois les auxiliaires, parfois non, ce sont les parents. D'accord. C'est beaucoup plus les parents, effectivement. Ils souffrent une souffrance terrible, terrible, terrible. Dans notre programme d'ailleurs, il y a les aidants qui vont parler de leur souffrance pour prendre en charge des malades. Ils vont témoigner. Ce sont des malades très handicapés, qui ne peuvent pas, parfois qui ne peuvent pas bouger. Donc il faut les prendre en charge. Donc ça reste des malades assistés, finalement. Ce sont des malades assistés. Là, je demande au pouvoir public de penser à ces aidants. Ces aidants font un effort terrible. Il n'y a pas suffisamment de moyens. Imaginez, s'il vous plaît, un malade qui a des troubles urinaires. Il a besoin moins de ses couches, des couches. Là, on fait un effort considérable pour avoir un peu d'argent pour leur acheter des couches. Ces couches sont très chères, très très chères. Et donc, il faut aider. Il faut aider ces aidants. L'État doit aider les aidants à Douya, parce qu'ils souffrent au Maroc. C'est eux qui prennent en charge ces malades. C'est eux qui leur donnent un petit espoir. Donc, ne leur perdons pas cet espoir. Inch'Allah, c'est ce qu'on espère. Donc rendez-vous pris demain, Inch'Allah, au niveau de la Bibliothèque nationale. Au niveau de la Bibliothèque nationale. Donc c'est à partir de 8h30. Soyez les bienvenus. Et on vous remercie énormément. Merci à vous. Pour l'effort que vous faites pour la sensibilisation et surtout pour donner l'espoir à ces malades. Inch'Allah, merci à vous, surtout pour tout le travail colossal que vous faites sur terrain. Docteur Smaïl Kenzoua, donc je rappelle, vous êtes le président de la Fédération des malades atteints de sclérose en plaques. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin et bravo encore une fois pour tout le travail que vous faites pour donner encore de l'espoir. Merci à vous. Il ne faut jamais perdre l'espoir. Vous avez raison, effectivement. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, docteur. Absolument. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt, Inch'Allah. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté du jardin d'essai, là où il y a eu une très belle exposition qui s'est faite au niveau exposition de plantes qui a eu lieu au niveau du jardin d'essai. C'est un sujet signé Fria El-Cheikh et on se retrouve juste après. Connu pour sa richesse botanique, le jardin d'essai d'El Hamma a ouvert ses portes à une exposition florale exceptionnelle. Dès l'entrée, les visiteurs étaient accueillis par une magnifique composition florale en forme de cœur. On a remarqué de la part de nos visiteurs un engouement exceptionnel pour les plantes, pour tout ce qui est matériel de jardinage, tout ce qui est floral. Et on s'est dit pourquoi pas ne pas recréer ce circuit de rencontres entre professionnels et amateurs. C'était l'occasion pour que le public, nos citoyens, puissent quand même se rapprocher des pépiniéristes, voir ce qu'il y a comme plantes, ce qu'ils pourraient eux-mêmes acquérir, même s'ils habitent dans un lieu restreint, même si c'est dans les appartements, il y a toujours moyen de faire son petit jardin, son petit coin fleuri d'intérieur. Plusieurs stands ont été installés pour présenter une grande variété de plantes. Cactus, plantes d'intérieur, plantes médicinales, aromatiques, mais aussi de superbes fleurs exotiques. Les passionnés de jardinage ont bénéficié de conseils pratiques pour l'entretien de leurs plantes. Ils ont profité de l'occasion pour acheter de nouvelles plantes dans le but d'embellir leurs balcons, leurs jardins, terrasses. Les gens, généralement, quand ils viennent ici, c'est pour se reposer, pour reprendre un moment de répit. Donc, ils ont un peu de gaieté.
Donc ils se penchent plus sur les couleurs. Quoique les plantes saisonnières à demain sont éphémères. عندهم une vie courte. Mais الناس يحوسوا على le moment هذاك de gaieté اللي يلقاوها في لا كولور هذيك اللي تابسوربي l'énergie négative اللي فيهم ومن بعد يجي الصنف الآخر اللي يحوس على des plantes اللي يطولوا معاه في الدار. عندنا plusieurs types de plantes, les plantes d'intérieur, les plantes d'extérieur. عندنا les plantes aromatiques, عندنا la fleurette, les plantes saisonnières, les plantes grimpantes, عندنا les arbres. عندنا plus de 60 en fait domaines. حنا شغل أبعد جد. Parmi les stands, une fleur originale de Togourt a suscité la curiosité des visiteurs, ravis de découvrir cette espèce rare, symbole de la richesse florale du sud algérien. La particularité de cette rose réside dans sa capacité à résister aux conditions climatiques extrêmes du désert. La hauteur de l'arbre est entre 3 et 4 mètres, tandis que chaque fleur mesure entre 5 et 8 cm. Elle offre une floraison généreuse s'étend du mois de mars jusqu'à octobre. Il y a des plantes qui viennent des zones tropicaux où il y a un taux d'humidité élevé et une température ambiante entre 19 et 23 degrés. Il y a d'autres espèces qui viennent des zones arides qui supportent la chaleur directe. Ce sont des plantes grasses ou bien des cactés, généralement. Les plantes ont un rôle esthétique à l'intérieur et un rôle bénéfique. Esthétique, il peut décorer un salon, une salle de bain, une cuisine, un couloir. Et ils demandent de la lumière et non pas des rayons solaires directs. Parce qu'ils vivent dans des futaies, des forêts, où ils reçoivent la lumière et non pas les rayons solaires directs. Et ils ont les besoins, point de vue nutrition, point de vue nettoyage des feuilles, les traitements. C'est des plantes qui sont bénéfiques pour l'homme, ils sont anti-cancérogènes. Ils absorbent les produits comme le benzène, le formaldéhyde. C'est des produits chimiques qu'on les trouve dans la peinture, dans le papier peint, des produits esthétiques. C'est pour ça. C'est-à-dire les plantes, généralement la plante dans l'intérieur, elle diminue 10% la pollution par rapport à l'extérieur. C'est-à-dire quand on voit l'extérieur. Elle est reposante pour l'être humain, moralement, ou elle est bénéfique pour sa santé. L'événement a également pensé aux plus jeunes. Un espace de coloriage sur le thème des fleurs et de la nature a attiré de nombreux enfants. Un rendez-vous réussi qui confirme l'importance de ce type d'événement pour éveiller les consciences écologiques et transmettre l'amour de la nature aux générations futures. Et parlons donc de générations futures, particulièrement les enfants. Ils ont leur fête demain, après-demain, pardon, le 1er juin. Oui, bon, ça. Pas grave. Désolée. C'est pas grave. Donc ce sera le 1er juin, mais la fête commence dès aujourd'hui, puisque ça a commencé d'ailleurs depuis 9h du matin, et c'est en compagnie donc de Ammou Yazid qu'une très très belle fête se promet déjà à commencer ce matin à 9h jusqu'à ce soir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Alors je me permets de vous appeler Ammou Yazid, comme tout le monde, n'est-ce pas? Marhaba bik. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir. Plaisir, toujours partagé, d'autant plus que c'est toujours de l'espoir, de la bonne humeur que vous donnez aux enfants. Moi je dis toujours que c'est un message éducatif, mais dans un moule distractif. Oui. C'est-à-dire l'enfant il reçoit le message tout en jouant, tout en s'amusant et tout, mais il reçoit le message. Ludique, donc, exactement. Donc s'amuser tout en apprenant. Absolument. Et même les grands, en cet enfant enfui en eux, n'est-ce pas Samira? Absolument. Bonjour Samira. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Donc Samira aujourd'hui elle a un petit enfant aussi, un enfant profond d'elle-même. Moi je le suis. Oui, qui ne le suit pas? Je le suis et je suis ravie parce qu'il fait le tour du pays et c'est lui qui va à la rencontre des enfants. Oui. Et ce qu'il fait, c'est il répand la joie.
La chanson, enfin, ils chantent, les enfants sont heureux. Et après, les enfants chantent avec vous. c'est ça. Ah oui, ils ont appris les chansons surtout. Et puis, nous, c'était un défi. Donc, c'est des chansons vraiment avec la langue de l'école. Oui. Avec la langue de l'école, c'est pas Bdarija. Que vous composez vous-même? J'ai 5 paroliers et j'ai des compositeurs avec moi, donc j'interviens. C'est moi qui choisis les sujets. Mais j'ai toute une équipe de professionnels qui me soutient dans ça. Voilà, mais la composition, elle se fait à votre niveau, oui, donc ce sont des compositions. C'est de nouvelles chansons et tout, donc on a fait plus de 200 chansons. Donc, parce qu'il y avait un grand vide. Parce que le jour où j'ai décidé d'aller vers le show, je faisais des émissions de télé, mais le jour où j'ai décidé d'aller vers le show, je me suis interpellé. Je me suis dit, mais Yazid, quand tu vas monter sur scène pendant 2 heures, tu vas faire quoi? Il fallait chanter. Donc c'est là où on est parti. C'est avec le chant où les enfants s'extériorisent le plus. Ah oui, et puis on a fait de belles chansons. Wailati, Qalami, Fadati, Kurasati, Madrasati. Donc, et puis des chansons aussi. Et après, ça renforce un petit peu le lien avec l'école, avec ça sensibilise, ça éduque. Absolument, absolument. Moi, je pense qu'à travers des chansons comme ça, on peut faire aimer l'école. L'école, pas le savoir, l'école en tant qu'institution à l'enfant. Donc, dès qu'il aime son école, il va la protéger. Donc, c'est tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on leur donne rendez-vous aujourd'hui. Oui. Donc, ils sont déjà sur place, hein? Oui, pour le dessin. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le show, c'est l'après-midi. Oui. Après, il va faire meilleur, déjà. Voilà, il va faire meilleur. Nous, c'est à partir de 15h30. Donc, les gens peuvent venir. Il y a plein de choses. On va leur offrir des ballons, des cahiers de dessin pour ceux qui ne sont pas venus le matin. Mais le matin, à partir de là, 9h30 jusqu'à 12h30, c'est Orsom Jamal Abiladi. Je dessine la beauté de mon pays. Alors, des enfants jusqu'à quel âge? Oh, de tout âge. De tout âge. De 0 à 16 ans. Même... Ah, moi, je m'attendais à ce que vous me disiez quand même de 0 à 99 ans. Oui. Mais bon, il ne faut pas qu'il y ait des adultes. Oui. Il faut laisser la place aux enfants. Mais s'il y a un adulte qui veut dessiner, marhaba. C'est clair. Moi, je pense qu'on a tous un enfant au fond de nous. C'est clair. Donc, ils viennent, ils ramènent rien du tout. Donc, on leur fournit le cahier de dessin que voici. Je te l'offre d'ailleurs. Ah, merci. C'est Orsom Jamal Abiladi. On l'offre aux enfants. Ils peuvent l'emporter aussi. Donc, ils dessinent dessus, ils le prennent avec eux. Donc, il y a même des partenaires qui mettent à disposition des crayons de couleur et tout comme ça. L'enfant, il vient. Ça suscite des vocations. Des énormément. Artistes en herbe. Et on choisit les meilleurs dessins, sont honorés durant le show, en après-midi. Donc, on donne même des cadeaux. Et après, on est impressionné par certaines prestations. Moi-même, j'ai été très surpris de ce que peuvent faire les enfants en dessinant. C'est incroyable. Et des fois, je dis à mon équipe, il n'a pas été aidé celui-là. Il n'a pas été aidé. Non. C'est peut-être un premier pas. C'est vraiment super. Donc, et l'après-midi, à partir de 15h30, donc, les familles peuvent venir aux Sablettes. Donc, c'est la wilaya d'Alger qui organise et tout. Donc tous les moyens sont mis à disposition, donc il y a le grand parking. Beaucoup de gens me posent la question, pourquoi toujours Sablettes? Pourquoi? Moi j'ai essayé plein d'endroits sur Alger et tout. C'est vrai qu'il y a pas mal d'endroits fabuleux. J'ai fait Riyad Fath, j'ai fait le jardin d'essai, j'ai fait la Safex, j'ai fait plein d'endroits qui sont fabuleux. Sablettes, je ne sais pas, les gens... très convivial. Il y a la mer. Convivial, il y a la mer. Il y a la mer, il y a les aires de jeu à côté. C'est vaste, donc les gens peuvent faire leur promenade tout en écoutant les chansons, Donc le parking est grand. C'est un endroit où on peut faire beaucoup d'activités. Absolument. Quoique on nous a toujours reproché de délaisser le côté ouest d'Alger. Donc on est en train de parler de Parc Dounia bientôt. Inch'Allah. Bientôt Parc Dounia, on va le faire. Très agréable. Et puis on nous reproche, les enfants nous disent... Allez, pour la bonne cause, ce sont des reproches pour la bonne cause. Oui, non, les enfants des autres wilayas. Oui. On nous dit à Mouyazid, ok, mais Mazal Majid Ladna. Et puis la phrase juste, je crois qu'on vous réclame, pas on vous reproche. On vous réclame. Non, on me reproche de ne pas... eux, ils pensent que je ne pense pas au contraire. Ce sont des reproches d'affection. On vous réclame. Absolument. On a d'ailleurs, à travers la page Facebook à Mouyazid, que je réponds moi-même aux messages et tout. Donc, j'ai vraiment une relation conviviale avec les enfants et tout. Donc, cette année, on va aller dans pas mal de villes où je n'ai jamais été. Par exemple, il y a la ville de Oulad Jellel. Ah oui, on va y aller, Biskra. Oulad Jellel, on va aller au début juillet, Inch'Allah. On va aller à Élysée, bientôt, Inch'Allah. Donc les dates qui sont fixées, il y a Constantine le 12 juin, ça sera dans le jardin Bardot au centre-ville, c'est magnifique. Le 13 juin, on sera à Tébessa. Après, on ira à l'extrême ouest, donc Tlemcen le 19.
et Mostaganem le 20. Et après, on va venir durant le mois de juillet pour Oulad Jellal, pour Biskra, pour Inch'Allah. Et Sougaras non Sougaras, bientôt aussi. J'ai jamais été aussi. Jamais. En tant qu'Amou Yazid, hein, j'ai été en tant que Chab Yazid, ça fait longtemps, Sougaras. C'était fabuleux, c'est un public magnifique. Donc cette année, on avait fait Khenchla et tout, mais Sougaras, pas encore. Mais cette année, je me suis lancé le défi. Il me reste à peu près une quinzaine de wilayas où j'ai jamais été. Cette année, je pense que je vais y aller. Alors, avant d'y aller physiquement en tant qu'Amou Yazid, ça vous dit d'y aller en compagnie de Sougara? Avec plaisir. Ah bah, très bien. Alors, on va aller à Sougara ce matin. Précisément à Mdaourash. J'ai toujours du mal à le prononcer. Mdaourash ou Mador. Oh, Mador, voilà. Et ce sera à Sougaras, tout de suite. Juste après cela. C'est ça. Sougaras. Oui, plutôt Mdaourash, à une cinquantaine de kilomètres du chef-lieu de Sougaras. Alors pourquoi? C'est connu Mdaourash. C'est connu depuis l'Antiquité, c'est connu bien avant. Depuis la naissance du premier roman de l'humanité? Peut-être même avant, oui, avant, puisqu'elle a connu une succession on va dire, de civilisations. Déjà, à la base, c'est une civilisation, puisqu'elle est partie intégrante des empires, de l'empire numide. Donc, elle existait sous le règne de Syphax, de Massinissa, mais après, elle a vu le passage de tout le monde et de tout le monde. Des civilisations, voilà, c'est-à-dire, bien sûr, romaines, et ça a laissé énormément de vestiges. Il y a eu les Vandales qui sont passés, les Vandales, on les connaît, c'est des destructeurs, mais aussi le passage donc à partir du 7e siècle, il y a eu la dynastie, la civilisation byzantine, et il y a eu aussi le passage omeyyade. Donc l'avènement de l'islam, c'est à partir du 7e siècle, et là, en fait, il y a eu énormément de batailles, et on dit que la reine Kahina, donc Dihya, selon, a demandé au peuple, donc aux habitants de toute la région, en fait, pas que, de brûler leurs terres. C'est elle qui avait inventé à ce moment-là la politique de la terre brûlée, c'est pour que l'envahisseur, je mets des guillemets, l'envahisseur, le conquérant, celui qui arrive, ne puisse pas exploiter les terres. Puisque toute la région est connue pour le blé, bien sûr. Le blé, et c'est ce qui a ramené les Romains. On voit peut-être les images passer. Voilà. Donc ça, c'est sous le règne de Syphax, puis de Massinissa. On a l'histoire de Mador, de Mdaourash, Mador, est inscrite dans la pierre. On a des indications, même Mador, on a retrouvé, elle vient de passer, on a retrouvé son appellation. On a toute son histoire, on a son histoire qui est connue mondialement, qui a été portée par des personnages, des personnalités. Ça a été un siège de spiritualité, de religieux, de culte aussi, parce qu'il y a eu le culte saturnien, il y a eu énormément de cultes qui ont été, on va dire, répandus dans la région. Saint-Augustin d'ailleurs. Saint-Augustin bien sûr, et Sainte-Monique, les deux sont connus. Lui, parce qu'il fait partie des 4 pères de l'Église, on va dire, catholique, et qu'il a été le réconciliateur des donatistes et des catholiques. Donc voilà, il y a bien sûr Landor, Apulée, Afouley. Voilà. Donc ce sont les personnages. Il y a eu aussi Maxime. Maxime, c'est celui qui a été le professeur de Apulée et de Saint-Augustin. Donc les deux, Maxime à l'université de Mdaourash, Madaurus aussi, Madaurus, et donc cette université a accueilli énormément d'étudiants de par le monde. Elle est avec Carthage, parce qu'on est sous c'est Carthage, hein. Donc Mador dépendait de Carthage. Elle est l'une des plus anciennes universités en Afrique, avec Carthage, puisque c'était Carthage, c'était l'empire de Carthage. Voilà, donc c'est ce qu'on a vu. La région est connue pour l'huile. Donc on a jusqu'à aujourd'hui, donc déjà les installations, on a retrouvé les pavés et tout, les pavements, et aussi comment on les appelle, les huileries en fait, qui servent, on va les voir. Il reste un mausolée. Qu'est-ce qu'on peut visiter en fait? C'est quoi? Il y a un mausolée romain
c'est ce qu'on vient de voir. Il y a le théâtre. Le théâtre, c'est le théâtre le plus petit on va dire, de l'Afrique romaine, de ce qu'il y avait dans l'Afrique proconsulaire. 500 places, il a coûté 375 000 sesterces, je crois que c'est l'équivalent aujourd'hui d'1 million d'euros. Je crois, quelque chose comme ça, mais je ne suis pas très sûre. Voilà, 500 places. Nous sommes à près de 2000 ans à la KVA. Samira. Voilà. Donc, il reste quand même des vestiges à visiter. Il reste, bien sûr, le théâtre est accolé à la forteresse byzantine. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un arrive, à chaque fois qu'une civilisation s'installe, soit elle détruit, ou elle détruit tout en construisant dessus, ou juste à côté. L'université, on va dire, il reste encore des vestiges, pour dire vertige. Oui. Le vertige, ce serait qu'il continue à y avoir des découvertes, des fouilles, et bien sûr des découvertes, puisque à ce jour, tout n'a pas été fouillé. Donc les fouilles, les premières, c'était en 1919, puis 1922, ça s'est réparti sur ces 2 années. Depuis, on trouve parfois des inscriptions, il y en a. Elles sont sur les murs, ce qu'on voit c'est le mur de l'université. Donc on voit aussi le culte. Ce qu'on voit c'est la transcription du nom de la ville, donc Madaros, sur la pierre. Voilà. Donc il y a des termes. Oui, il y a des grandes et petites termes. Ça dénote d'un niveau de vie, d'une sociabilisation, puisque ça sert aussi de détente. Quand ils allaient au terme, c'était aussi, ils échangeaient, donc il y avait une vie sociale et culturelle, et aussi d'hygiène. Il y avait aussi des canalisations, elles sont visibles. La structure de Mador est la même que toutes les grandes cités romaines, on va dire au nord de l'Afrique. Voilà. Ce qui fait le plus de Mador, c'est Apulée. Et aussi Saint-Augustin. Saint-Augustin qui est enterré au Vatican, à Rome, en fait, en Italie. Ils ont fait rayonner la région. Donc il y a un circuit touristique qui amène énormément d'étrangers, de visiteurs sur les pas de, par exemple, Saint-Augustin, mais Apulée est enseigné dans toutes les universités du monde. Pourquoi ? C'est le premier roman de l'humanité. Premier roman de l'humanité, mais pas que. Eux, ils ont étudié, ils sont nés. Saint-Augustin est né à Tagaste, mais il a étudié très jeune. Il est venu à Mdaouroch pour étudier. Apulée est né à Mdaouroch, et lui, les deux ont énormément voyagé. Ils avaient l'éloquence, et Mdaouroch est connu pour ça. C'est en général, on va dire, l'arbre de Saint-Augustin existe à ce jour, on peut le visiter. C'était des rhéteurs. Un centre de savoir, de culture, mais aussi de rhéteurs. C'est l'éloquence, la rhétorique. C'est les gens qui peuvent parler en public. C'est aujourd'hui, normalement, tous les politiciens du monde doivent faire l'école de Mdaouroch si elle existait encore. Donc l'éloquence, la parole. Et puis, lui va faire le tour, il va aller en Grèce, il va aller en Égypte, parce qu'il va étudier le culte d'Isis et Osiris. On le retrouve dans le roman de Landor. Et c'est quoi Landor? C'est les Métamorphoses. C'est un roman picaresque, c'est-à-dire qu'il y a un seul personnage et on va vivre ses aventures. Lui va tomber amoureux d'une magicienne qui va le transformer par erreur, par accident, en âne, et cet âne va nous raconter jusqu'à sa guérison. En fait, sa guérison, c'est quoi? C'est quand il va arriver en Égypte et qu'il va pouvoir devenir prêtre, puisqu'il sera guéri de sa forme d'animal. Mais on saura aussi, c'est tous les cultes, tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a connu, lui, Apulée, Afoulée, durant sa vie. Voilà. J'ai essayé de réduire. Alors, un beau voyage. Excellent. Ça donne découvrir à Sougharas, n'est-ce pas? Ça donne envie d'aller à Mdaouroch, oui. Voilà, effectivement. Sougharas en général. Merci. Voilà, Samira, pour ce beau voyage, encore une fois. C'est une fierté pour l'Algérie d'avoir ce lieu et d'avoir ces deux personnages. Effectivement. Donc, Amou Yazid, on va vous retrouver dans un petit moment au niveau des sablettes. Au niveau des sablettes, aujourd'hui, donc le dessin a déjà commencé, donc ils peuvent venir jusqu'à 12h30. Et après, à partir de 15h30, aux sablettes. Bienvenue à tous. Donc, le show, c'est pour la fête. Ça va être la fête. Encore une fois,
Enfin, félicitations, on va se quitter. Alors, la régie a choisi qu'on se quitte avec une de vos chansons. Alors, on va profiter quand même de l'occasion pour souhaiter bon courage et bonne réussite à tous nos enfants qui s'apprêtent donc à passer les 2 examens, que ce soit le BEM ou le baccalauréat, Inch'Allah. Donc ça va commencer lundi. Venez ceux qui ont l'examen de... Déjà pour s'extérioriser un peu. Venez aujourd'hui. Pour déstresser un peu. Il ne faut pas étudier aujourd'hui et demain, c'est clair. Effectivement, c'est vrai, moi je suis d'accord. C'est trop tard surtout. Merci beaucoup. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à tous. Vous retrouverez mon ami Amal Almi dès demain exceptionnellement. Et pour ma part, je vous retrouverai lundi, Inch'Allah. Donc, excellente journée à tous. Au revoir et excellente semaine. لكسب العلم تتبناني على مستقبلي ترعاني هي بيتي الثاني وشطر من شطر حياتي وشطر من شطر حياتي كسب العلم